l'intimité de son pays avec la première puissance américaine. Mais comment se fait-il que le Gabon, en réalité, n'a pas su, sous votre règne avec Bongo, profiter de la puissance économique française pour matérialiser un contexte de business honorable, lequel aurait engendré de vrais hommes d'affaires gabonais à la mesure de nos richesses et partant de vrais leaders d'hommes à dimension continentale? Ça, c'est ma première question. Monsieur Mba, vous parlez tout de suite d'une stigmatisation des Francs en ce moment dans le pays. Mais moi, je ne comprends pas, monsieur Mba. Mais avant Bongo, Jean-Yves Obama est venu bien battre mon père, Gaston de Pognonda à Mouila. C'était normal. On pouvait battre un Franc comme un Franc pouvait gagner. Mais pensez-vous que lorsque vous aviez mis en place votre collectif de leaders francs pour vous soutenir durant la campagne présidentielle, pensiez-vous vraiment que les puissances occidentales, en particulier la France, qui possède d'énormes intérêts au Gabon, allaient cautionner votre victoire dans ce gros élan tribaliste, sachant que votre défunt père Bongo avait toujours eu à brailler à l'Élysée, à tous les chefs d'État français qu'il avait vu passer au pouvoir, qu'il ne faudrait plus jamais qu'un Franc prenne la présidence du Gabon. Sinon, ce serait la catastrophe pour les intérêts européens en général et français en particulier d'un côté, et pour l'harmonie entre les différentes ethnies gabonaises. Alors, monsieur Mba, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi les gens du côté d'Ali vous stigmatisent. Peut-être que vous avez aussi œuvré à cela. Mais je reviendrai pour d'autres questions. Merci. Je me présente rapidement. Je suis M. Jean-Élie Moguetou. Je suis enseignant d'histoire géo à l'Académie de Versailles. Alors, je voudrais juste observer quelque chose d'abord. Je suis un peu surpris de constater que nos frères qui sont ici, qui sont responsables des partis politiques, n'ont pas observé une minute de silence à la mémoire de nos compatriotes qui nous ont laissés à la suite de ce qui s'est passé à Port-Gentil. Avec votre permission, avant que je pose ma question, pourriez-vous me permettre de demander à l'assistance que nous puissions observer cette minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais rapidement les morts, s'il vous plaît, chers compatriotes. Les morts ne sont jamais morts. Je voudrais juste faire une observation aussi. Monsieur Baobab, Monsieur Bruno Benboubamba, je voudrais que vous le précisiez à l'assistance à la diaspora gabonaise ici, parce que moi, ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours universitaire, c'est que toutes les démocraties qui existent aujourd'hui dans les grandes puissances, comme les États-Unis, dans les grandes puissances comme la France, dans les grandes puissances comme l'Angleterre, je m'arrête là, toutes ces démocraties ont été obtenues à la suite des luttes qui ont mené, par exemple, à la décapitation. Disons au roi de France qui a été décapité par le peuple français. Et aujourd'hui, les Français sont indépendants, ils ont la démocratie et à la suite de ces luttes. Alors, moi, ce que je voudrais vous demander, par rapport à la première question qui a été posée, êtes-vous sûr que la philosophie politique que nous sommes en train d'observer, de soutenir, que je soutiens, je suis un homme de paix, un homme démocrate, est-ce que vous pensez que cette philosophie peut
vraiment enraciner la démocratie dans notre pays. Et je voudrais que vous insistiez un peu sur cet aspect pour nous dire un peu comment, face aux gens qui sont super armés, comme nous l'avons connu ici, comme la France l'a connu ici, face aux royalistes, comment le peuple gabonais un jour peut aspirer à une démocratie face à vos adversaires qui sont super armés, super fliqués et qui ont beaucoup d'argent. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vraiment préciser comment cette philosophie, la philosophie que vous avez bien, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, cette philosophie peut vraiment enraciner cette démocratie dans notre pays. Je vous remercie. En fait, on va faire 5 questions à chaque fois et après il répond. Oui, je pense à répondre à la question. Pour une question de méthode, et pour que les réponses puissent éventuellement satisfaire les gens qui posent des questions, il répond à ce que M. Baobab répond à ce premier de question, et les autres viendront, parce que si ça se trouve, peut-être que dans sa réponse, il anticipera sur les questions que certains auraient prévu de poser. Ce que j'aimerais rappeler, c'est notre souhait, effectivement, en initiant j'ai indiqué dans mon propos tout à l'heure que l'objectif que nous visions à travers cet échange, justement, c'est l'implication des uns et des autres. C'est-à-dire, il va falloir que tous les Gabonais de bonne volonté, surtout si ce sont des partisans du changement, et même leurs amis, mais alors que tous s'impliquent dans le combat politique actuel, y compris en faisant des propositions. Je vous invitais à sortir de la position, pour ne pas dire de la posture, d'observateurs et de consommateurs pour faire des propositions. J'ai un compatriote qui me dit, bon, il est sûr qu'on va perdre. Les Américains diront, et so what? Et alors? Si on dit on va perdre, si vous constatez déjà que ce qui nous attend dans un an, c'est qu'on va faire les législatives, est-ce que cela veut dire que vous nous demandez à nous croiser les bras et à nous asseoir et attendre et se dire, bon, c'est plié, la défaite est inéluctable, il n'y a plus rien à faire? Moi, je pense qu'il faut partir du fait que les Gabonais n'ont jamais perdu les élections. On leur a volé la victoire, mais à chaque fois qu'il leur a été possible, ils ont manifesté, ils ont signifié leur volonté de changement. Ça, c'est important. Dernièrement, cela a été fait. Je vous indiquais le rapport de force officiel 60-40, réel 80-20. Mais ce que nous allons faire et ce que nous faisons maintenant, c'est de continuer à renforcer notre dispositif, nos actions, qui feront en sorte que, en bout de compte, parce que c'est pas moi qui ai inventé le proverbe, c'est qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps, n'est-ce pas? Ça veut dire que la fraude, oui, elle a à plusieurs reprises faussé l'évolution politique et démocratique de notre pays. Mais il y a eu aussi à chaque fois des avancées, et c'est nous, je pense que cette fois-ci, d'abord si l'opposition va en rang serré,
et nous le sommes, nous nous y employons. On m'a demandé qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce qui est prévu avec l'accord de gouvernement SR et tout ça. À défaut de présenter des programmes, des candidatures communes avec certains partis de l'opposition, nous sommes disposés à voir comment travailler ensemble, comment gouverner ensemble. Concrètement, ça n'a pas encore commencé, mais c'est dans les prévisions, dans les projets de l'Union nationale, c'est-à-dire tout faire pour unifier les forces de changement dans notre pays. Donc je dis, moi je suis beaucoup plus optimiste. Parce que nous voyons tous les trésors, tous les efforts qui ont été déployés pour voler la dernière élection. Nous voyons déjà les conséquences là. Parce que le plus difficile des fois, ce n'est pas de voler l'élection, c'est de gérer la victoire. Vous voyez, 3 mois après, la situation est bloquée. C'est donc on se rend compte que, bon, on a mis tellement d'efforts pour voler une élection, on a oublié de préparer la suite et aujourd'hui, c'est la majorité, ce sont des décisions improvisées qu'on prend tous les jours, on revient là-dessus demain, ou bien on se rend compte qu'on va droit dans le mur. Donc, avec votre concours, avec la détermination de tous les Gabonais, moi je suis convaincu que non seulement les forces de changement seront majoritaires, le sont déjà, mais à cette fois-ci, on aura encore beaucoup plus de chances de faire en sorte que la majorité sociologique devienne la majorité politique, de faire coïncider les deux. Et maintenant, les Gabonais des autres pays, ben, on ira vers eux le moment venu. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Mettre en place un parti politique aussi novateur et aussi ambitieux et de qui on attend beaucoup, comme l'Union nationale aujourd'hui. Ce n'est pas une tâche facile. Donc nous allons, bon, heureusement qu'il y a Internet. Moi on m'a dit par exemple, là nous sommes en direct avec les Gabonais des États-Unis. Je suis sûr aussi que les Gabonais des autres pays européens nous suivent. Bon, c'est ça aussi l'avantage de l'évolution technologique. Ils savent déjà au moins ce que c'est l'Union nationale, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Bon, le jour où on pourra aller physiquement sur place, nous le ferons. Tandis que le collectif des Gabonais, les propositions de texte, mais c'est bien, vous avez déposé le projet, je crois, auprès du président Mobutu. C'est une bonne adresse. Donc on verra comment faire pour prospérer cette demande. Et surtout, bon, aujourd'hui, le président Mobutu est certes président d'un groupe parlementaire, mais de l'opposition. Ça veut dire que même si l'Assemblée a l'initiative de la loi aussi, comme le gouvernement, mais il est de l'opposition. Donc il faut quand même l'accord du PDG pour pouvoir, qui est majoritaire à l'Assemblée, pour pouvoir faire évoluer ce projet de texte. Mais le moment venu, il n'est jamais trop tard. S'agissant des relations avec la France, de mauvais accords, je crois que tout le monde se souviendra quand même que c'est moi qui avais relancé la négociation sur les flux migratoires, cet accord, quand j'étais ministre de l'Intérieur. Et à l'époque, on est passé par des étapes difficiles. Il y avait on a traversé une crise sérieuse avec la France suite à l'expulsion des 2. On a expulsé 2. Moi, en tant que ministre de l'Intérieur, j'ai estimé que la réciprocité, on en a expulsé 20. 20 à l'époque. Et ça m'a valu des problèmes avec la France, ça, je peux vous le dire. Et qui ça a des incidences encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je suis sensible à cette situation. Moi, j'ai toujours pensé, lorsque j'ai ma première séance de travail sur ce dossier avec le président Sarkozy à l'époque ministre de l'Intérieur, le 16 juin 2006, je lui ai dit, rien qu'à l'aéroport de Libreville, on délivre 95 000 visas à des Français, à l'aéroport de Libreville par an. Or, les visas demandés par les Gabonais, les demandes de visas ne dépassent pas les 20 000 par an. Je lui ai dit, officiellement, il y a près de 10 à 12 000 Français qui séjournent au Gabon. Il y a à peine quoi, 4 5 000, 6 000 Gabonais qui sont en France. Donc quand on voit le rapport, on ne devrait pas créer des problèmes aux Gabonais. Surtout qu'il est prouvé que les Gabonais n'immigrent pas beaucoup. Ça dit, ils ne vont pas pour rester, ils vont pour les études, ils subissent une formation, et puis quelques temps après, ils rentrent. Donc je demandais l'assouplissement.
on a commencé à négocier, c'était serré. Bon, il y a eu des avancées. Et malheureusement, la difficulté aujourd'hui, c'est surtout dans l'application de cet accord. Bon, on nous avait dit que les textes n'avaient pas encore été pris, les textes ont été pris. Maintenant, on nous signale quand même encore quelques difficultés d'application. Mais je pense que c'est un problème qu'il faut reposer à tout moment. J'ai vu que dernièrement, il y avait des discussions là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'un des dossiers, que j'ai suivi, que j'ai beaucoup fait avancer, et qui mérite une attention soutenue, parce que les flux migratoires étant défavorables au Gabon dans le cadre avec la France, je crois qu'il faut que la France en tienne compte. Et c'est pour cela, justement, lorsqu'on nous a expulsé 2 Gabonais, en violation flagrante des dispositions. Parce qu'on dit avant d'expulser, on doit avertir le consulat et ceci. On les a mis dans l'avion. Arrivé, il y a eu levé de bouclier chez nous, surtout que c'était suite à la signature des accords. Bon, les services m'ont dit, monsieur le ministre, voilà, il y a eu violation des accords. Et généralement, on dit, quand c'est comme ça, on réciprocité. Or, nous, on a, parce que je veux le Gabon, il y a aussi des Français qui sont en situation irrégulière. Hein. Je crois qu'il y a plus de Français en situation irrégulière au Gabon que vice-versa. Mais ce qui est réel, c'est que ce sont des dossiers difficiles. Ce sont des dossiers difficiles. Moi, je peux vous dire que j'ai noté une volonté de la part des autorités françaises de gérer au mieux ce dossier. Mais c'est aussi difficile dans un contexte parce que, bon, le Gabon n'est pas seul, il y a d'autres pays. Comment expliquer à certains pays qu'on ait telle attitude. Enfin, ce sont des situations difficiles. Je crois que ce qu'il faut, c'est avoir une position, un traitement humain, un accueil humain. C'est un dossier difficile. Et là-dessus, je crois que le gouvernement doit continuer à rester vigilant. Accord le gouvernement, j'en ai déjà parlé. Les hommes d'affaires. Monsieur le Gabon, sous mon règne avec Bongo, c'était la même. Moi, j'ai pas rien, moi. J'étais ministre et proche collaborateur du président Bongo et je m'en honore. Et quant aux hommes d'affaires, je pense qu'il y a un déficit là, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de procédures qui ont été mises en place. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Le gouvernement a pris sans doute des bonnes mesures, mais peut-être le suivi a manqué. Mais il y a eu le tort est partagé. Moi, je sais aussi que, par exemple, quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, à un moment, le président avait dit qu'il faut réserver les marchés aux Gabonais, conformément à la loi, 10% des marchés aux PME. On faisait tout ce qu'il fallait pour respecter ça. Pour donner un marché, construction d'écoles et tout le reste. Première difficulté, vous me direz, il faut mieux les aider. Il faut mettre en place une garantie bancaire. Ça, beaucoup de nos compatriotes qui veulent faire des affaires n'ont pas facilement accès à cette structure. L'argent, le trésor doit le virer dans un compte bancaire. Comment on appelle ça? L'avance de démarrage. Il n'y a pas de compte bancaire. C'est très compliqué. Vous me direz, il faut aider effectivement les compatriotes à avoir des comptes bancaires pour leurs affaires. Mais néanmoins, lorsque le gouvernement, parce qu'il veut aider les PME ou les hommes d'affaires locaux, demande au Trésor de payer directement les hommes d'affaires, les montants importants sont dégagés. Et généralement, bon, je connais des gens, avancent 100 millions pour construire une école, ou des écoles, complexes scolaires. 100 millions, on va acheter une lampe plus à 60 millions, il reste 40, on confond profit. Donc je sais qu'il y a effectivement une véritable politique à mettre en place. Et à ce moment-là, il y aura aussi, et j'avais ça dans mon programme, dans mon plan d'action, en direction aussi bien des hommes d'affaires au Gabon que ceux qui sont des compatriotes qui sont dans la diaspora et qui voudraient rentrer, parce que pour moi, c'est la limite aussi qu'il y avait par exemple au niveau des flux migratoires. La France nous disait, si vous faites tout pour que vos compatriotes puissent séjourner comme ils veulent, quand ils veulent, autant qu'ils veulent en France, mais
ils vont rentrer, ils vont vous manquer pour le développement de votre pays. Parce que le plus important aussi, vous avez besoin d'eux pour développer le pays. Donc, j'avais lancé déjà cet appel au Concorde Lafayette. Et nous, on a fait des propositions concrètes pendant la campagne. C'est-à-dire qu'il faut des mesures spéciales pour attirer nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Parce que, à quoi ça sert de, même si on a un petit boulot aussi ici, qui vous permet de gagner 500 euros, 1000 euros, quand vous rentrez au Gabon, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez rien, il faut encore vous mettre à la charge de vos familles. La situation aujourd'hui, c'est qu'on connaît des étudiants qui vivent mieux ici que quand ils rentrent au Gabon avec des diplômes. Ils ne sont pas intégrés, ils ne sont pas payés, ils ne trouvent pas... Donc je crois que tout ce contexte, il y a vraiment une nécessité urgente et nous l'avons fait. Je crois qu'on peut retrouver ça encore dans notre site, des propositions concrètes pour encourager les cadres, les compétences qui est à l'extérieur à rentrer au Gabon en trouvant, en mettant à votre disposition des facilités qui pour créer un emploi, qui pour s'installer, qui pour monter une affaire si ce sont des îles. Donc il y a effectivement quelque chose de concret à faire et nous avions fait des propositions concrètes, nous avons indiqué comment nous le financions. Donc ce qui était valable pour Amo comme candidat, ce sont des propositions que nous intégrerons dans le cadre, dans le projet dans le programme d'action de l'Union nationale. J'ai un collectif de leaders francs pour me soutenir. J'ai mis en place un collectif de leaders francs pour me soutenir. Ce qui s'est passé, c'est que la population avait lancé un appel pour que l'opposition se réunisse. Et effectivement, finalement, nous nous sommes retrouvés au cours d'une réunion où il n'y avait pas que des femmes. Il y avait d'autres candidats à l'époque, il y avait qui? Il y avait Mme Ayot, il y avait Mme Gouelilo, il y avait Mme la Sénée du Bois, enfin il y avait beaucoup de monde. Et j'ai été honoré de bénéficier, pour ceux qui étaient là, de bénéficier de leur déguisement en ma faveur. Donc ce n'était pas une manœuvre ou tout le reste, c'est-à-dire que le président Bongo a dit il faut fendre. Vous savez, le Gabon, le Congo-Ça, des fois vous avez des personnes qui vous disent j'étais, quand il a dit telle chose, et j'étais mal, moi-même j'étais. Après vous apprendrez que c'est X qui lui a dit. Et après vous apprendrez que c'est X qui a dit à X qui lui a dit. Après le Gabon c'est ça aussi, c'est le pays du Congo ça, c'est quoi. Mais ce qui est important c'est que nous à l'Union nationale, nous sommes conscients que le problème ethnique est réel. Le tribalisme c'est pas une vue d'esprit. C'est pas une vue de l'esprit, c'est réel. Et comme c'est un problème réel, il faut prendre des dispositions réelles pour régler ce problème. C'est tout. Nous n'allons plus dire, pour nous, ce n'est plus, on ne se ferme plus les gens en disant non, le tribalisme, c'est une invention. C'est réel. C'est réel. Alors, il faudrait que ce que la diversité culturelle, qui est une richesse, c'est-à-dire avoir des peuples, des ethnies aussi nombreuses qui ont un potentiel culturel aussi fort, mais c'est une richesse. Donc il faut maintenant faire en sorte que cette diversité soit utilisée comme une ressource. Par rapport maintenant, merci pour la minute de silence. Je crois que c'était mieux que ce soit vous qui le fassiez. Moi je l'aurais fait, on aurait dit que je vais instrumentaliser ou utiliser, récupérer les morts de corps entier. Merci d'y avoir pensé. Maintenant, la question que vous posez est simple, c'est que bon, est-ce que c'est vraiment réaliste et responsable de continuer à prôner une démarche démocratique basée sur la paix, alors qu'en face, les autres ne croient qu'à la violence. Moi, je vous renvoie à la maxime. Napoléon disait on peut tout faire avec la violence, avec la baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Pardon? Mais vous voyez, lui, il a voulu rester avec la baïonnette, il n'est pas resté longtemps. Lui-même, il ne savait pas que ça allait lui arriver. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut se méfier de l'illusion du pouvoir. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un pouvoir commence à penser qu'il ne peut compter que sur la violence, sur la force armée, il a déjà échoué. Je vous renvoie, il y a quelques mois, allez sur Internet, réécoutez les déclarations, par exemple, de Dadis Camara. Quelle arrogance. Il était tellement sûr de lui. Mais revoyez-le aujourd'hui, il ne se rappelle même plus de son nom.
c'est vous dire comment dans la vie, la violence ou les armes sont des mauvaises comment dire ça, des mauvaises servantes. Donc, moi je le dis, et je ne manque pas de le dire à chaque fois que j'en ai la possibilité, de dire à mes amis du pouvoir, à mes frères du pouvoir, faites attention. Le monopole ou la maîtrise d'un potentiel, ce qui concerne la violence, n'est qu'illusion. Parce que lorsqu'un peuple, un esclave décide, les chaînes tombent. Vous avez vu au Niger, tout le monde a conseillé au président Tanja la modération, en lui disant l'entêtement politique, l'aveuglement politique, parce qu'on croit qu'on contrôle les forces armées, c'est casse-cou. Il croyait tellement contrôler l'armée que l'armée l'a mis au pas. Donc je pense qu'il faut continuer à avoir confiance au bulletin de vote. Il est venu à bout de tout, le bulletin de vote. Il faut continuer à avoir confiance. Ça prendra du temps, des sacrifices, sans doute, mais c'est sans doute peut-être moins de sacrifices que si... Parce qu'au-delà de ça, en dehors du bulletin de vote, en dehors de la voie démocratique, il reste quoi? Le recours à la violence? Là, d'abord, premièrement, vous n'êtes même pas sûr de régler votre problème. En Côte d'Ivoire, vous avez vu, les gens ont pris des armes, ils pensaient que ça durerait un coup d'État, et puis c'est fini. Ça fait 9 ans, 8 ans que ça dure. Et c'est même pas prêt de finir. Donc je crois que je pense que nous avons la possibilité, la chance de pouvoir arriver à l'alternance dans notre pays. Je pense que l'échéance qui arrive sera importante. On m'a demandé comment vous allez faire aux législatives, vous savez, bon, je ne veux pas me risquer, on va encore dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours plus difficile, c'est plus facile de gagner une élection présidentielle qui constitue une circonscription électorale unique qu'une élection législative où il y a 120 élections dans une élection. Donc, il faut voir toutes ces contradictions, toute cette complexité, et c'est fort de tout ça que je me dis, nous sommes sur la bonne voie, et nous comptons sur vous. Oui, je crois qu'il y a Mme Bozio qui voudrait intervenir, peut-être compléter ce qu'a dit M. Marois. Merci. Bonsoir, chers compatriotes. Je voudrais juste intervenir pour dire que dans la vie, il ne faut pas être défaitiste. Je le dis par rapport à notre jeune compatriote qui a parlé tout à l'heure d'échec. Ça veut déjà dire que vous êtes dans une position de perdant. Et lorsqu'on fait la politique, il faut savoir ménager sa monture et se dire demain est un autre jour et il faut savoir avancer pas à pas. Les pas que l'Union nationale vient de faire, ce n'est pas important. Personne ne pensait que M. Baobab et M. Liboto pourraient s'asseoir ensemble et discuter. Personne n'était loin d'imaginer que M. Ben Moubamba pouvait rentrer au Gabon, s'asseoir avec les aînés et pouvoir discuter. Mais je pense que la chose qui nous lie le plus ici, en dehors de nos positions politiques, en dehors de notre appartenance politique, c'est notre pays, le Gabon. Nous avons eu un pays qui était au top. Et nous avons aujourd'hui un pays, moi je ris, quand je les entends dire laissez-nous avancer, moi je me pose la question où? Et je réponds dans le trou. Nous avons aujourd'hui un pays qui recule, et qui recule dangereusement. Aujourd'hui, le gouvernement en place a volé la victoire et tout le monde le sait. Moi, je suis étonné quand vous parlez d'échec, lorsque vous savez pertinemment que de toutes les façons, le candidat du PDG n'a pas gagné cette élection. Il ne l'a pas gagné et tout le monde le sait. Seulement, j'ai l'impression que vous mettez volontairement un voile et puis vous vous dites, comme parlent les Gabonais de manière générale, on va encore faire comment? Moi, je dis non. Non. Parce que vous avez la possibilité d'agir. Et cette possibilité que nous ne voulions pas, c'est le bulletin de vote. Ce n'est que le bulletin de vote, ce n'est pas la violence.
Aujourd'hui, on parle de tribalisme. Mais qui a amené le tribalisme? Qui a amené le tribalisme? Mais c'est le même pouvoir qui est là. Oui, j'entends dire Mbamba. Oui, mais Mbamba faisait partie d'une équipe. Mais ils n'ont pas de jeu possible. Mbamba faisait partie d'une équipe. Comme Niboto a fait partie d'une équipe. Comme moi qui vous parle, j'ai fait partie d'une équipe. Je suis désolé. Et c'était un concept qui était là parce qu'on se disait qu'il fallait que le Gabon entier soit représenté à différents postes de responsabilité. On a vu ce que ça donnait. Les ministres ne sont plus devenus ministres de la République, mais des ministres des cantons et des ministres de village. Voilà où nous a emmené la géopolitique et le tribalisme. Et quand on parle de tribalisme, moi je suis choqué. Là, on me dit par exemple, mais qu'est-ce que Migoto fait avec les fonds? Mais c'est ça la réalité. Mais moi, de quoi je dis à mes parents et frères du Lolo, mais attendez, le pouvoir, vous ne l'avez pas eu. Le premier président du Gabon, que tout le monde le sache, c'était Léomba. Et Léomba, il était quoi? Il était fort. S'il avait parlé, il avait pensé tribalisme, il aurait transmis le pouvoir à un franc. Et c'est Bongo qui est venu là. Donc je voudrais vous dire tout simplement, ne soyez pas défaitistes. Oui, mais attendez, laissez-moi terminer. Les instruments, c'est quoi? C'est tout simplement le bulletin de vote. Il vous a parlé de quelque chose tout à l'heure. Si ça a fonctionné, c'est parce que tout simplement, nous avons été mis devant le fait par rapport à la Cour constitutionnelle. Mais l'élection législative, imaginez-vous 120 sièges. Vous avez par exemple 2 ou 3 candidats sur 120 sièges. Vous avez à peu près 600 à 700 personnes. Vous croyez que les uns et les autres vont se laisser voler leur victoire comme ça? Non, je ne pense pas. Et je sais de quoi je parle parce que je suis maire d'une petite ville, Moulana. Et je vous assure que lorsqu'on est arrivé au résultat du vote, mais chacun était là avec ses procès-verbaux pour savoir si oui ou non il avait gagné. Et c'est chacun qui défendait son suffrage. Et ça sera exactement la même chose pour les législatives. Chaque candidat défendra ses suffrages. Maintenant, je vais être un peu dur sur la partie homme d'affaires. Moi, je suis une victime du milieu d'affaires. Mais oui, que chacun dise, oh, c'est la vérité. Pourquoi je le dis? Je m'excuse, monsieur le secrétaire exécutif. J'ai toujours pensé que le PDG avait fait exprès de ne pas mettre en place une véritable politique de promotion des PME et PMI. Pourquoi? Parce que ça les arrangeait que politiquement, les Gabonais soient sous leur emprise et l'emprise financière. Et c'est pour cela que le PDG n'a jamais voulu qu'il y ait une véritable politique de promotion des PME et PMI. Maintenant, nous nous battons. Nous avons la tendance, c'est quoi? C'est les législatives. Avoir effectivement la majorité au Parlement. Et là, nous aurons sûrement une véritable politique de promotion des PME et PMI. Voilà un peu la réponse que je voulais donner un peu à cette situation. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Noël. Je viens là, je fais une contribution. Et par rapport à un constat que j'ai vu et que je suis arrivé. Je remercie la mise en place de ce nouveau parcours. Mais il faut éviter les erreurs de passé. Je constate qu'il n'y a aucune liste présente qui circule dans la salle pour au moins avoir la trace de tout un chacun, parce qu'aux prochaines réunions, on ne sait pas comment vous contacter. Et de deux, je crois que pour les responsables du parti Union nationale, c'est l'occasion de chercher les premiers militants. Parce que je pensais que les organisateurs auraient au moins mis en place une carte à l'entrée pour commencer à chercher les premiers adhérents. J'adore bien les chiffres qu'on vous a donnés. Mais un parti politique, c'est comme quelqu'un qui va à la pêche. Chaque militant, c'est important. Et je pense qu'au sortir de cette réunion, je sollicite et je souhaite que tout un chacun laisse son nom pour qu'il puisse être contacté pour être soit un militant, soit un adhérent, mais quand même qu'on ait une trace, parce que c'est ça la communication. S'il vous plaît.
exécutif. Bonsoir. Alors, moi je vous dis, moi je n'ai jamais voté. Honnêtement, à plus de 30 ans, je n'avais jamais voté. Mais l'année dernière, je l'ai fait. Et je l'ai fait, c'est à cause de vous. Parce que je vous ai entendu parler et vous avez réussi à me convaincre. Mais je vous assure, monsieur le secrétaire exécutif, surtout la partie qui m'a plu dans votre discours, c'est quand vous avez dit vous ne laisserez personne prendre le pouvoir de force. Mais messieurs, nous ne sommes plus là pour les pour faire de la politique ou quoi que ce soit. Nous sommes là, je pense, pour trouver des stratégies, comment faire pour enlever à l'île du pouvoir. Honnêtement, je suis désolé parce que ce que vous nous dites là-dedans, c'est ce que vous avez eu à nous dire il y a quelques mois. On ne veut plus entendre parler de ça. Il faut nous dire concrètement qu'est-ce que vous avez prévu pour parler des élections législatives. Comme il l'a dit, donc, tout à l'heure, ce sera la même chose. C'est le même système. Votre premier combat que vous aurez dû faire avant d'aller aux élections présidentielles, c'était d'enlever Madame Bourrançon. Vous ne l'avez pas fait. Vous saviez, en allant aux élections présidentielles, que Madame Bourrançon ne viendra jamais dire que c'est vous qui avez gagné. Vous le saviez, mais vous êtes parti aux élections présidentielles. Mais on ne gagne pas une bataille, je suis désolé, on ne gagne pas une bataille en faisant les grèves de la faim, monsieur Ben Bomba. Ça c'est, excusez-moi, mais c'est des enfants qui font ça. Allez, vous pensez qu'il va faire la grève de la faim? Mais non, je suis désolé. Soyez hommes. Vous avez des hommes en face de vous qui ne tapent pas avec vous. Honnêtement, ils sont sérieux. Soyez sérieux. Moi je vous dis, ça n'avait jamais goûté, mais je l'ai fait. Mais aujourd'hui, je vous assure, moi je suis à Brest, hein, je fais le déplacement express. Pour vous le dire, monsieur Maoura, je suis allé voter à cause de vous parce que vous avez réussi à me convaincre. Mais je vous assure honnêtement, j'ai plus vraiment espoir. Honnêtement, on va attendre 7 ans. Durant les 7 ans, le système se met en place. Il s'implante. Vous pensez que c'est 7 ans après que vous allez gagner? Je pense pas. Bonjour. Je suis monsieur Mongoulin, je suis ni politicien ni intellectuel, je suis un citoyen gabonais. Je voudrais commencer par un constat quand même assez amer. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce que je suis arrivé comme un cheveu dans la soupe, et il va bien falloir consommer la soupe de cette façon-là. Si ma mémoire est bonne, le public, vous me rectifiez, je pense qu'en 1993, on a eu une élection présidentielle à l'issue de la conférence nationale de 1990, qui, à la majorité des Gabonais, on sait pertinemment que le président de Bongo n'avait pas remporté cette élection-là. Ensuite, nous avons eu une seconde élection, si ma mémoire est bonne, en 1998, avec le président Pierre Mamboundou, qui aurait remporté l'élection. Ensuite, en 1998, donc on se retrouve en 2005, toujours avec le président Mamboundou, qui aurait également remporté l'élection. Puis, 2009, une nouvelle élection suite au décès du président Bongo. Et l'élection d'ailleurs à laquelle je prends part, donc je vote pour la première fois de ma vie, je vote pour l'opposition, et malheureusement c'est le candidat du PDG qui prend le pouvoir, qui remporte officiellement ou officieusement l'élection. La première question est la suivante: après autant d'élections, quelle est la garantie pour nous donner qu'à la prochaine élection, il n'y aurait pas un énième vol? Voilà. Pourquoi moi, j'irais faire ce que j'ai fait avec la plupart des citoyens ici présents, des Gabonais ici présents, aller à l'ambassade du Gabon, se faire ficher au registre des renseignements généraux français, manifester, et parmi eux il y en avait des étudiants qui avaient peur de perdre leur bourse. Pourquoi moi j'irais m'exposer? Parce qu'aujourd'hui, d'après ce que j'entends, c'est que je ne peux pas rentrer au Gabon. Parce que je suis très bien fiché, je vous l'assure.
peux pas rentrer au Gabon, donc je peux pas voir ma famille. J'attends peut-être que le pouvoir s'enracine, qu'il m'oublie. Peut-être à ce moment-là, incognito, je pourrais rentrer au Gabon. Pourquoi devrais-je m'exposer une énième fois? Première question. Ensuite, par rapport au parti, le nouveau parti mis en place, l'Union nationale, je suis désolé de vous dire, vous faites fausse route. Vous faites fausse route, monsieur Mba. Pourquoi je dis monsieur Mba? Parce que c'est la deuxième fois de ma vie que j'ai une confrontation avec vous. La première, c'était en 98, j'étais élève en France. 98, vous étiez ministre de l'Éducation nationale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, pourquoi vous faites fausse route? Parce que M. Jean-Louis Mouketou, et je pense que c'est Thierry qui a intervenu le premier tout à l'heure. Ouais. Moi, je les rejoins. Je les rejoins sur quel plan? C'est-à-dire, le paradigme était faux, le paradigme de l'Union nationale. Le problème, aujourd'hui, si Ali Bongo décède, sans pourtant le souhaiter, hein, s'il décède, ce n'est pas nous, peuple gabonais, qui allons décider qui c'est qui va le remplacer. C'est la France. La souveraineté du peuple, n'est pas présente. Nous ne sommes pas un peuple libre. Ce que nous voyons ou non, nous ne le sommes pas. Nous sommes une province de la France et Ali Bongo en est le prophète. Voilà la réalité que l'Union nationale n'a malheureusement pas intégrée dans son idéal. Voilà. La souveraineté de notre État. Et elle va même bien au-delà. Il y a la monnaie, nous ne sommes pas libres monétairement. Et on ne peut pas avoir une souveraineté politique si on n'a pas de souveraineté monétaire. Donc, aujourd'hui, votre paradigme, il est faux. Et je vous exhorte, franchement, à le rectifier. Justement, je voulais aborder dans le sens où... On ne entend pas. Madame, retirez d'abord. Je voudrais parler des rapports du Gabon avec la France. Je vais d'abord vous lire un article paru dans Maria. Ce n'est pas un Gabonais qui a écrit. Je vais vous lire l'article. Le titre de l'article, c'est le nom de l'Anniversaire. Il s'agit de M. Nicolas Sarkozy. La mère de Nicolas Sarkozy a dit que déjà tout petit, cet enfant avait un culot monstre. Un culot dont il a fait preuve encore la semaine dernière en passant de la pommade aux fonctionnaires. Une catégorie rare a-t-il décidé amoureuse de nous. Alors qu'il s'acharne depuis son élection à réduire massivement le nombre en refusant de remplacer un départ en retraite sur deux. Le président est adepte de la formule plus c'est gros, plus ça passe. Alors il en vend des salades et au kilo. Toute sa campagne électorale avait été émaillée de promesses qui n'a pas vraiment l'intention de tenir. L'affirmation aussi gonflée que creuse. Ainsi s'était-il engagé à débarrasser les cités des racailles, à diviser par deux le nombre de FDS, à rapatrier les forces françaises d'Afghanistan, ou encore à mettre fin à la Centrafrique. Près de 3 ans après son élection, le plan banlieue porté par Fadela Amara, censé relayer le plan Marshall, promis en 2007 à du plomb dans l'aile. Le nombre des sans-logis n'a pas baissé, celui des soldats français en Afghanistan a augmenté. Et le président revient tout juste d'un voyage au Gabon, où il est allé assurer l'héritier Bongo du soutien de la France. Ma question, je m'adresse au secrétaire exécutif. Il y a 2 jours, j'ai lu une interview que vous avez accordée à l'Express, où vous avez innocenté Nicolas Sarkozy. Moi, par rapport à ce problème,
j'ai appris que lors du voyage de Nicolas Sarkozy, la nouvelle opposition gabonaise est allée signer l'acte d'allégeance au président Nicolas Sarkozy. Donc, là, moi je suis prête à adhérer à ce parti. Moi, ce qui me fait peur, et la question que je voudrais vous poser, c'est que pourquoi c'est la France qui doit compter par rapport au peuple, par rapport à nous? Vous avez quand même besoin de nos voix. Bon, le président Ali Ben a fait son électoral, il a fait son candidat électoral. Mais dans sa conscience, au fond de lui, il aurait quand même voulu être aimé par le peuple. Même s'il est élu à la tête du pays, mais quand même, on a quand même besoin d'être aimé par son peuple. Pourquoi privilégier les rapports de la France par rapport au peuple gabonais? Ma deuxième question concerne la cohabitation. Si après les législatives, l'opposition obtient beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que le Gabon a atteint un degré de démocratie qui nous permet d'installer la cohabitation au Gabon? S'il vous plaît, je pense que le débat avance. Ça, tu peux juste rattraper ça comme ça et puis essayer de... Donc on va laisser le soin au vice-président Ben Mouvamba. Je pense que c'est la députée de répondre aux choses des questions qui viennent de On peut sortir par là. Mais avant, je voudrais me permettre une intervention personnelle. J'ai observé une espèce de résignation et même de pessimisme. A commencé par l'intervention de notre compatriote Thierry, s'en est suivi celle de notre jeune ami qui vient de Brest, je crois. Moi, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que le combat politique est un combat de longue haleine. Je sens l'impatience chez les jeunes. Vous avez parlé de l'élection présidentielle et de la victoire qui nous a été volée. Mais il faut comparer les choses comparables. L'élection présidentielle, c'est une circonscription unique, où le pouvoir peut mobiliser l'armée, pour mobiliser tous les moyens financiers pour remporter la victoire. Mais les législatives, c'est 120 circonscriptions. Le pouvoir ne peut pas mobiliser toute son armée dans le Haut-Ogooué, dans le Wolendem, dans l'Angounier, dans tous les points du Gabon où il y a 120 députés à élire. D'accord, mais ce ne sont pas les, si vous permettez, ce ne sont pas les gouverneurs qui font les élections. En 90, lors des législatives, l'opposition avait remporté plus de 40% des suffrages. Et ils ont siégé à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est la période où le Gabon quand même a atteint un certain équilibre parlementaire. Mais après, la résignation qui nous gagne, nous a gagné, nous avons laissé faire, nous avons pensé comme une fatalité que le fait que le Congo et le PDG soient au pouvoir était inscrit dans le marbre. Oui, nous tous, parce que vous, par votre silence, par votre résignation, qu'on observe encore aujourd'hui. Parce que quand vous demandez à M. Mambam ce qu'il va faire, moi je voudrais vous renvoyer à un reportage que j'ai suivi à la télévision française à propos de l'abstention. Un jeune épicier de Bordeaux qui a 31 ans, je pense que vous l'avez suivi. Bon, je vais vous raconter. Un jeune épicier de Bordeaux qui a 31 ans, il s'est posé la question de savoir que peuvent faire les hommes politiques pour faire mentir les sondages qui prédisent une forte abstention. Mais derrière ça, il s'est posé la question, que puis-je faire moi pour faire mentir les sondages et appeler les Français à voter? Eh bien, il a appliqué une réduction de 5% de son épicerie à tous ceux qui iraient voter, qui lui apporteraient leur bulletin de vote signé.
C'est la question que nous devons nous poser tous. Qu'est-ce que moi je peux faire pour faire avancer les choses? Parce que quand on est sur les bords de la scène et qu'on t'a parlé, nous savons le faire, nous ne faisons que ça. Quand on demande aux leaders politiques d'appeler à la violence, qui d'entre vous accepterait d'apprendre qu'on a tué son père parce qu'on m'a demandé aux gens de descendre dans la rue? Qui d'entre vous accepterait d'apprendre? Oui, mais c'est facile, on est assis ici, dire quoi son pied à brûler. Personne ne donnera les armes à personne. Alors moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne partage pas le pessimisme de ceux qui pensent que la seule manière d'arriver à l'alternance au Gabon, c'est la violence. Et je ne pense pas que vous soyez venus dans cette salle cet après-midi pour nous attendre vous dire prenez les armes et allez prendre le pouvoir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi je tenais à faire cette précision. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas en même temps parler de cohabitation et jouer les 14 en disant que rien ne peut se faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous demandez un changement alors que vous êtes S'il vous plaît. Vous demandez à prendre la parole de manière ordonnée. Je vous disais tout le début. Alors on se calme tous, calmons-nous tous, chacun aura la parole. Merci. Vous prenez le micro. Vous prenez le micro, vous demandez la parole et vous posez des questions si vous avez des questions à poser. Parce que si nous passons la soirée à nous investiger, ça ne fera pas avancer le débat. Bon, donnez-lui le micro. Si vous voulez poser une question. Bonsoir. Je m'appelle Gaël Koumba. Je me suis déplacé ce matin et depuis près de 3 jours, je peux pas cette rencontre. J'avais mes rendez-vous très importants parce que je ne vis pas au dépend d'un X gouvernement ou quoi que ce soit. Je me nourris, je fais tout ce que je peux faire avec mes moyens. Donc, si je me déplace, je me suis déplacé, je suis chef de famille évidemment. Père d'enfant français. Voilà. Donc, je voulais dire, monsieur Morvan, vous savez, moi, non, Monsieur Morvan, je m'adresse à monsieur Maoba. Je disais tout à l'heure, moi qui criais, et je dis depuis parce que j'ai envie de parler comme des noms. J'ai dit, vous avez trahi le Gabon. Il y a vous, il y a Mamou. Moi, sincèrement, je vous dis, ce n'est pas une manière de rigoler. Je vous dis, sincèrement, je serai président, je vous mettrai au landau et je vous fais fouetter. Sincèrement. Et je vous dis, ce que vous avez fait cette fois-ci, pendant l'élection, cette dernière élection, vous avez trahi les Gabonais. Vous avez trahi les Gabonais. Et votre tribalisme que vous avez mené aux Gabonais, vous allez payer de ça. Vous allez payer de ça même pendant 10 ans. Vous allez payer. Je dis vous, c'est Mamou. Vous êtes les deux tribalistes. Je me réitère. Je me répète. Je dis vous et Mamboundou. Moi j'étais ici sur Paris. J'ai des frères qui disaient lors des élections, il y a un nouveau terme qu'on utilise enfant. Hein? Il y a un nouveau terme ou quoi, je ne sais pas trop. Non, c'est pas entre nous. J'ai dit ça. Moi j'ai un ami fort qui n'était pas d'accord avec ça. Bon, j'en passe, moi je ne suis pas là pour faire des débats avec ça. Je parle à M. Bamba. Je dis, monsieur Bamba, moi je dis, il est bien beau aujourd'hui de nous donner des promesses fantasmagoriques. Hein? C'est-à-dire, vous êtes là, vous voulez nous caresser dans le sens du poil. Moi je dis, moi je ne voudrais pas cela.
Sincèrement, moi, ce que je dis, c'est que vous êtes là aujourd'hui. Nous ne sommes pas des dupes. Je sais où vous voulez en venir. Et moi, je dis, sincèrement, qu'est-ce que vous avez prévu? Si ce n'est pas l'insurrection, alors, moi, je dis, je prends mes sacs, je sors. Parce que j'estime que, sincèrement, on a beau faire ce qu'on peut faire. Depuis 1993, c'est la même chose. Mambourou a raté les élections en 1998. Il a dit, en 1993, il a dit, attendez, les élections législatives, on va essayer de briguer, et tout le reste. Donc, moi, sincèrement, écoutez. Mais écoutez, bon, ça va, je vais arrêter, hein, mais moi, je sais qu'on m'avait compris. Voilà, pas compliqué. Non, mais bon, moi, ma question, elle est simple, monsieur Bamba. Vous avez dit tout à l'heure que monsieur Alibert Bongo. Non, mon nom n'est pas important. Vous avez dit que vous avez 40 ans de France, je ne suis pas loin non plus. Non, mais bon, moi, ce que je ne comprends pas, M. Alibert Bongo a été élu par un coup d'État électoral. Il est venu voir un coup d'État. Mais comment pouvez-vous aller aux élections avec la même personne? Prenons l'exemple, vous gagnez. Et comment peut-il y avoir une cohabitation avec une personne qui n'est pas représentative des Gabonais, qui n'est pas représentative des Gabonais? Et vous, par exemple, si vous devenez Premier ministre de Alibert Bongo, mais c'est un scandale. Ou quelqu'un d'autre. Ce serait un scandale. Il se le fait comprendre de façon ainsi. Ce serait un scandale. Aujourd'hui, on a parlé de la Bastille. La liberté a un prix. La liberté a un prix. Vous êtes resté au Gabon 8 mois sans sortir. Par hasard, M. Sarkozy va au Gabon, vous sortez. Donc il y a une espèce d'allégeance. On est prêt à vous suivre. Mettez-vous devant, il y a un prix. Et le prix, on ne fait pas un effort pour soi. On fait un effort pour les autres. Peuple. Le peuple, il y a un prix à payer. Payons-le en commençant par vous. C'est tout. Non, je veux parler parce qu'il n'y a que Chantal qui a déjà parlé et les femmes n'ont pas le droit à la parole. Non, je veux parler. Je veux parler sans le micro si vous ne me donnez pas. Tiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup d'entre vous ici, vous me connaissez. Voilà. Vous me connaissez très bien. Je suis Félicité Vincent et j'ai écouté tout ce que vous avez dit ici, vous tous. J'ai écouté aussi au préambule ce que vous occupez quel poste à l'Union nationale. D'accord, j'ai écouté. Moi, j'ai une grande expérience. Je suis chef d'entreprise ici en France. J'ai un grand pavillon. Je suis mariée, mère de 4 enfants et je suis conseiller local, conseiller municipal et conseiller départemental de mon parti. Donc, j'ai quand même une expérience politique au niveau de la France. Et au niveau du Gabon, j'ai aussi une expérience. J'avais distribué les tracts au moment où vous étiez ici en France, les tracts du Morena. Il y a le plus ancien qui est là. Hein? Tu viens? Viens, c'est quoi? Bon, je vous posais la question, une question fondamentale, à notre secrétaire général de l'Union nationale, à M. Amour. Bien sûr que je vous ai soutenu en faisant profil bas parce que vous nous avez persécutés. Maintenant, vous n'avez pas eu votre passeport avant. Là, il y a 8 mois, mais vous nous avez privé la majorité d'entre nous de passeport. Vous étiez aux affaires. Ah, vous avez suivi les armes de l'angoisse, mon grand frère. Bon, pour revenir, vous parlez des choses, vous parlez des bons, je voulais lui lancer une petite blague, mais je l'aime beaucoup. Bon, je voulais poser une question fondamentale. Quelles sont les valeurs fondamentales que nous partageons avec l'Union nationale, nous, Gabonais de la diaspora, nous Gabonais et Gabonaises de la diaspora?
Je voulais d'abord que quand j'ai lu au préambule ce que vous disiez, hein, je n'ai pas entendu que vous disiez dans vos propos que dans votre projet, il faut travailler sur la réforme constitutionnelle. Si vous ne réformez pas la Constitution, c'est-à-dire revenir aux acquis de la conférence nationale, rien de bon ne peut se faire. Nous, moi en tant que chef d'entreprise, il y a Chantal qui a dit quelque chose là tout à l'heure, en disant que voilà, elle était victime. Nous, on est des chefs d'entreprise ici, on crée des emplois au niveau des plantes. Moi, je suis chef, je suis patronne, j'ai un argent de chef, de patronne. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez nous offrir? Qu'est-ce que vous pouvez nous offrir au Gabon? Ah, dans ton projet, il n'y a pas de projet pour les petites moyennes entreprises. Il n'y a rien du tout. Le gouvernement actuel, qu'est-ce qu'il met? Soi-disant des réformes. Il n'y a pas de réformes. Si nous ne revenons pas aux vraies réformes de la Constitution gabonaise, qui est notre maison, comme même Mobamba, que je connais très bien, on a travaillé pour le projet Sindara, mais il ne m'a jamais parlé, il n'a jamais fait allusion à moi. Moi, je veux expliquer à tout le monde des détails. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, de nous dire quelles sont les valeurs fondamentales que nous partageons avec l'Union nationale, nous, Gabonais de la diaspora. Merci. Dernière question. Je m'appelle Toutou Maï et je suis au milieu de vous, mais je vis à Kimbourg. Je me permets une observation, même si je n'ai pas prévu de participer au débat. On est quand même en face d'un dilemme qui est intéressant dans les échanges que nous avons. On se retrouve dans une situation de la France pendant la guerre où vous aviez des résistants à Londres et des résistants à l'intérieur. Ils se sont battus pendant des années pour se mettre d'accord sur la manière de libérer la France. Pourtant, tous étaient d'accord sur la nécessité de la France. Bruno l'a dit tout à l'heure, quand on parle de violence, moi j'ai envie de vous voir manifester au Congrès. Je n'ai pas envie de vous voir en larmes à voici le langage de violence. C'est compliqué, mais c'est le vrai débat qu'on doit avoir sur la manière de prendre le pouvoir. Vous savez, quand on compte 158 morts, c'est bien. C'est mon fils qui est là. Je ne veux pas qu'il soit dans les 150. C'est ça la réalité du débat qu'on a. Il ne faut pas un débat absurde. Je comprends les attentes et les violences de chacun. Ce n'est pas plus facile pour nous qui sommes au Gabon, et on n'a pas moins envie que vous de voir les choses aller dans le sens que nous souhaitons. Mais soyons responsables et soyons méthodiques. Si on commence à s'entretuer entre nous, ça peut être très compliqué. Moi, je peux vous le dire. Le fils de Bongo, c'est mon ami. Le 8 mai, quand son père est mort, je suis d'abord allé à son domicile pour lui présenter mes condoléances. Et le 17 juillet, il m'a appelé pour me dire: ah, mon ami, je crois qu'on va être face à face. J'ai dit: bon courage, vous préservez. C'est ça aussi la réalité de la vie de notre pays. Ne nous voilons pas la face. On ne va pas commencer à s'entretuer les uns les autres, parce qu'en réalité, on ira tous au même funérail. C'est dur à entendre, mais c'est cela la réalité. C'est dur à entendre, c'est violent. Ça c'est rien, c'était ça. Faut casser. Bon, je pense qu'on va comment écouter les réponses à toutes les questions que vous avez posées. Je vais inviter à la tribune M. Joubert Moubamba et ensuite M. André Norman prendra la parole. S'il y a un autre fond de questions, ce sera après les réponses des responsables de l'Union nationale. Tout d'abord, je voudrais dire que, à mon âge, je me sens, je comprends les velléités de violence ou de révolte ou de rébellion, cette colère, cette haine même qu'on peut ressentir, j'ai la même. Sinon, vous savez, mon épouse est dans la salle.
quand j'étais à Rio, et toute cette grève de la faim, les 15 jours que j'ai passés devant l'Assemblée nationale, même si soi-disant ça ne sert à rien, j'ai failli, j'ai risqué ma vie pendant ces 3 mois. Et je peux vous dire que si je n'avais pas cette colère, cette révolte que vous avez à l'intérieur de vous, je n'aurais jamais eu la force de dire, Monsieur le ministre de l'Intérieur, voilà, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur le Président Omar Bongo, voilà ce que je pense. Donc, cependant, je crois que si nous voulons l'emporter, cette énergie, cette colère doit être canalisée, puisqu'elle peut se retourner contre nous. Ce que je voudrais aussi rajouter à cet effet, M. Mbaobam le sait, puisqu'il y a quelques jours, je ne vais pas trahir un secret, je l'ai invité à la télé Africa 24 et nous avons discuté avec un certain nombre de gens très informés. Et ils nous ont confirmé ce que nous savions déjà. Le pouvoir au Gabon, vous devez le savoir, qui parlait de la violence, avait prévu dans ses statistiques de faire au Gabon, pour prendre le pouvoir, entre 500 et 1000 morts. Voilà ce qui était programmé, c'est-à-dire d'assumer pour prendre le pouvoir entre 500 et 1000 morts, avec la couverture internationale. Maintenant, vous devez savoir que si le coup d'État électoral a marché et que tout ce qui a été prévu s'est passé, sauf les 500 et 1000 morts, il faut savoir que c'est à cause du sang-froid de vos leaders. Moi, je peux vous dire, et M. Mbaobam en est témoin, que j'ai été, je pense, le candidat le plus virulent et prêt à aller à la castagne, comme on dit. Mais cependant, si je suis avec eux, ce n'est pas parce que je suis naïf, mais c'est parce que j'ai compris à l'occasion de cette campagne, sur le terrain, pas dans un café à Paris, j'ai compris un certain nombre de choses et je vous en supplie. Nous devons faire preuve d'un réalisme et d'un pragmatisme pour l'emporter. Nous ne devons pas nous laisser emporter par un excès d'émotivité. Je vous dis qu'au Gabon, ce qui était prévu, c'est d'assumer pour la prise du pouvoir entre 500 et 1000 morts. Assumés. Il y a eu des dizaines de morts. Donc de ce côté-là, il y a eu un échec. Et je dois dire que nous y avons tous contribué à faire échec à cela. Que ce soit moi qui ai fait une campagne un peu originale, c'est-à-dire une grève de la faim, qui avait pour objectif d'attirer l'attention des médias internationaux et de la communauté internationale lorsque nous avions compris que la date du 30 août avait été choisie pour un coup d'État électoral et que c'était décidé. Voilà ce que je voulais dire. Je ne suis pas moins violent que vous, je ne suis pas moins animé de cette envie que les choses changent, mais si nous voulons que cela change, nous devons nous unir, nous devons nous parler et nous devons échanger sans que cela ne tourne à la cacophonie. Nous devons nous entendre parce que ce système nous blesse tous. Mais si nous nous laissons entraîner par nos émotions, eh bien, nos adversaires continueront à se frotter les mains. Moi, je me félicite du fait que mes compatriotes ici présents aient laissé éclater leur colère. Je dis c'est normal, c'est bon, c'est sain. Ça a bouillonné en vous. Et je vous assure qu'au Gabon, vous n'êtes pas les seuls. Vos frères, vos mères, vos soeurs, au village, au Gabon, ils ont... C'est pas fini la boule, là. Mais il ne faut jamais agir prendre des décisions sous l'effet de la colère.
La colère est mauvaise conseillère. Vous savez, prétendre ou bien avoir la responsabilité du destin d'un peuple, c'est pas chose facile. On ne décide pas pour soi. On ne prend pas des décisions dont les incidences vont durer un jour, une semaine, un an. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Et pour ce faire, il faut peser, sous-peser les décisions. D'abord, lorsque j'entends des compatriotes ici qui n'ont jamais voté, je dis c'est criminel. Parce que des milliers de morts, des gens sont morts, des milliers d'hommes et des milliers de femmes sont morts pour le droit de vote dans le monde. Des milliers de personnes sont mortes à travers le monde pour avoir le droit de voter. Le droit de voter. Et grâce au droit de vote, le droit de vote a bouleversé la planète plus que les armes. Plus que les armes. Donc j'entends ici insurrection, insurrection. Généralement, ceux qui disent ça, premier coup de feu, ce sont ceux qui se mettent sous la table. Parce que quand vous n'avez pas encore vu quelqu'un tué par balle, c'est tellement facile. Et puis l'insurrection, c'est toujours l'enfant des autres qu'on envoie. Le frère des autres. Et moi je dis, j'ai pas honte de ma position. Je me suis retrouvé, comme beaucoup d'autres, le 30 août, à devoir prendre des solutions, une décision importante. D'un côté, j'avais le peuple qui avait la rage, qui disait non, trop c'est trop, je ne laisse plus passer cette nouvelle imposture. Nous sommes prêts. Juste un mot d'ordre, juste un mot d'ordre, juste un mot d'ordre. Et de l'autre côté, moi je savais qu'il y avait des gens qui étaient prêts, qui avaient déjà dit 500 morts c'est jouable, 1000 morts c'est jouable, mais bon sang, 500 morts. Vous voyez ce que ça veut dire 500 morts au Gabon? Même un mort au Gabon. Alors je me suis dit, moi je me suis dit, mesdames et messieurs les guerrieros, donnez-moi un seul exemple où la violence a réglé un problème politique aujourd'hui. Moi, mon professeur de sociologie politique, Gilbert Berg, me disait, il nous apprenait, la violence politique aurait été acceptable si elle était comme la lance d'Achille. Vous savez comment était la lance d'Achille? La particularité, elle guérissait les plaies qu'elle causait. Achille vous blessait avec sa plaie, avec sa lance. Après, il venait poser la lance. La plaie était guérie. Si on était sûr que lorsque vous envoyez les gens dans la rue, il y a 300 morts et le pouvoir tombe, après que le pouvoir soit tombé, vous tapez dans les bras et les morts se relèvent, alors on le ferait. Mais malheureusement, les morts ne se relèvent pas. Ils sont partis une fois pour toutes. Alors moi, je me suis dit, les Gabonais venaient de me faire confiance. Quelqu'un qui disait, vous avez trahi le Gabon tribaliste. Moi, j'ai eu 100 000 voix. J'ai eu 36 000 voix dans le Wellington, qui est ma province d'origine. Il reste 64 000 voix. Ce n'était pas des 100. C'était tout le Gabon. J'ai eu 7 000 voix dans l'Angounier. J'ai eu 3 000 voix dans le Goué maritime. J'ai eu 5 000 voix dans le Moyen-Ogoué. J'ai gagné dans le Goué-Émido. Alors, vous pensiez que la première chose que je devais faire, moi, le 30 août, ou le 31 août, ou le 1er septembre, parce que j'avais des pressions qui s'exerçaient sur moi, en disant, il suffit que tu donnes le mot d'ordre, on va tout gaspiller. Mais ceux qui me demandaient ce mot d'ordre-là, ils ne savaient pas que le pouvoir, lui, l'avait déjà dit, on peut assumer 500 morts. Alors je leur ai dit, allez-y. 100 morts, 200 morts, 300 morts, c'est sûr que le pouvoir serait tombé. Peut-être là, la Cour constitutionnelle aurait en fait accepté de me proclamer vainqueur. Mais vous commencez un règne.
avec 300 morts sur la conscience, vous irez où? Parce que ces morts-là, ils ont de la famille, ils ont des parents. Steve Biko, tu connais l'histoire de Steve Biko? Tu sais où est la femme de Steve Biko aujourd'hui? Non, non, c'est pour dire, moi je connais. Écoutez, et je sais ce que Madame Steve Biko pense de la manière dont elle est traitée par ceux qui sont restés. Madame Steve Biko, elle travaille dans le bureau de Monsieur Tokyo Sexual, un ami à moi. Je la connais personnellement. C'est dire quoi? C'est dire que les martyrs, les cimetières sont pleins de martyrs. Plein. Mais lorsqu'on peut faire l'économie de cette démarche, c'est beau. Ça se dit ici, il fait chaud ici en France, les salles sont chauffées. Mais c'est au Gabon. Il y a des avions tous les jours, prenez, allez faire au moins un sitting. Commencez au moins par un sitting déjà à l'ambassade de France. Bon, allez au Gabon aussi maintenant. Bravo, j'ai applaudi. J'ai applaudi. Mais je vous dis, ce n'est pas l'insurrection ou rien. C'est le bulletin de vote. Ne comptez pas sur moi pour l'insurrection. Et je veux même vous dire, généralement, ceux qui viennent demander le mot d'ordre de l'insurrection sont généralement envoyés par les gens d'en face pour dire enfin, au Gabon aujourd'hui, on vous dira, bah, on va préparer un coup d'État en France. À cause d'une phrase extraite de l'interview, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'entêtement politique, l'aveuglement politique. Comme c'est le cas aujourd'hui au Gabon, comme c'était le cas hier au Niger, malheureusement, faut conduire à nouveau, parce que les militaires aujourd'hui pensent que les hommes politiques sont tellement entêtés, aveuglés. Ils violent toutes les lois, ils violent toutes les constitutions. Et maintenant, les militaires ont l'impression que leur mission maintenant, c'est des redresseurs de tort, défenseurs de la constitution. Je dis à cette allure-là, si on persiste à ignorer qu'il y a une crise sociale et politique profonde au Gabon, si on persiste dans l'entêtement, si le pouvoir est l'esprit, qui sait qui n'a pas gagné l'élection et qui veut diriger le pays comme si il était propriétaire à gagner les élections, on va, si rien n'est fait d'ici la fin de l'année, la solution à la Nigeria n'est pas exclue. Voilà ce que je l'ai dit. Je l'ai dit et je l'assume. J'ai eu... S'il vous plaît. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ah, on me fait remarquer que vous avez peur qu'on vous fiche et vous parlez d'insurrection. Mais les deux vont ensemble, hein. Vous avez peur d'être fiché en France et vous allez faire l'insurrection au Gabon. Par exemple, M. Mengara, que l'opposition a, M. Mengara depuis les États-Unis, il propose aussi qu'il y ait peut-être une bloc d'action, peut-être pas musclée, mais il y a quand même des choses à faire. Vous saviez. Bon, alors. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, écoutez, c'est simple. Non, écoutez, j'ai compris. Alors voilà ce que je réponds. Moi, je vais poursuivre le combat démocratique. Dites à M. Mangara de faire son insurrection. Comme ça, au moins, si moi j'échoue, lui va réussir. Et si moi je réussis, je vais préserver sa vie. Le problème est tranché. Attendez. Le problème est tranché. Quelqu'un a dit tout à l'heure que si ce n'est il est venu ici pour l'insurrection. Si ce n'est pas l'insurrection, il sort de la salle. Je lui confirme qu'ici, ce n'est pas l'insurrection. Et qu'il prenne ses responsabilités. Moi, ce que je sais, c'est que nous sommes là, nous, pour mener un combat démocratique. Que nous avons commencé et nous le menons bien.
nous avons des atouts et des arguments à faire valoir et nous allons les faire valoir. C'est tout. Nous croyons fondamentalement au bulletin de vote. Laissez-le parler, laissez-le parler. Allez-y. En France, il y a une révolution française. Moi, je pense qu'au Gabon, on n'est pas prêt. Une révolution gabonaise. Voilà. Parce qu'il y a une crise de conscience. Il y a une crise de conscience. Mais vous savez, la révolution française, elle a une portée universelle. La France a fait la révolution en France pour nous tous. Et c'est des droits. Mais laissez-moi parler. Mais je vais vous dire aussi une chose simple. Si vous voulez faire la révolution au Gabon, vous allez à Roissy, vous vous préparez et vous y allez. Mais sans Baobab et sans l'Union nationale. Parce que Baobab et l'Union nationale ne croient pas à la violence politique. Il faut que les choses soient claires. Parce que le peuple gabonais ne croit pas à la violence. Nous sommes un peuple épris de paix, qui a déjà manifesté à plusieurs reprises son désir de changement, qui a été retardé parce que les élites politiques privilégiaient leurs égos, leurs positions personnelles. Maintenant, au niveau de l'Union nationale, nous avons décidé de dépasser cette situation. Donc, reconsidérer que le bulletin de vote est irremplaçable. Il est irremplaçable et nous allons, parce que le président Sarkozy, on nous dit, il est venu au Gabon, on a été faire allégeance. Mais allez dire dans Internet, vous verrez notre mémorandum. Si c'est un mémorandum d'allégeance, non. On n'a pas à faire allégeance à qui que ce soit, parce que le président Sarkozy, même lui-même, ne nous a pas demandé de faire allégeance. Nous sommes allés échanger parce que, comme nous le disions, il y avait des malentendus. À tort ou à raison, les Gabonais estiment que la France a eu à jouer un rôle, que l'implication de la France a eu à bosser le processus démocratique et politique et électoral tel qu'il se passait à ce moment-là. Nous l'avons redit au président Sarkozy, qui nous a dit, il nous a donné, repréciser sa position. Bon, c'est tout. Et il fallait qu'on rencontre le président Sarkozy. C'est le président de la France. Nous ne sommes pas en guerre avec le président Sarkozy. Et j'ai même à chaque fois rappelé que le président Clinton disait, quand vous faites partie du problème, vous faites aussi partie de la solution. Donc nous avons été satisfaits de la rencontre avec le président Sarkozy. Nous avons compris beaucoup de choses. Lui aussi, il a compris beaucoup de choses. Il a fait la connaissance de l'opposition gabonaise et je suis sûr qu'il a réalisé qu'elle n'était pas comme on l'a lu décrivait. Et nous, on dit, vous savez, moi, je suis passé par ici. Et moi, je dis toujours, à 23 ans, j'ai lancé la lutte pour la démocratie en France. 23 ans. À ce coin-là, vous l'avez montré, à ce coin-là, il était avec qui? Il était avec qui? Non, je n'ai pas laissé en France. J'ai amené Mbabé sur le Gabon et à ce que j'aurais laissé en France. Demandez lui-même pourquoi il est là. Et il est bien là en France. Et il est bien là en France. Alors donc, vous ne le connaissez pas mieux que moi. Non. Alors c'est vous dire que je comprends qu'à un certain stade, on soit animé par certaines idées. Moi je dis, la devise qui a toujours été la mienne depuis mon enfance, c'est que je n'accepterai jamais d'être sujet de l'histoire. Moi, j'ai décidé d'être toujours du côté de ceux qui font l'histoire. Et quand vous regardez mon parcours, je n'ai pas de leçons à recevoir. Donc, c'est pourquoi je dis, si vous voulez être utile à votre pays,
C'est une chose que de vouloir le changement et c'est une autre chose que de l'obtenir. Donc, bâtissez une stratégie crédible, responsable, proposez-la nous pour arriver au changement. Mais si c'est de toujours dire, moi je suis, on prend des armes, on prend ceci, dommage. Donc c'est pourquoi je dis, nous sommes dans une démarche qui doit donner des résultats, qui va donner des résultats. Nous avons, nous, opté résolument pour la voie démocratique. On ne changera pas là-dessus. Et nous avons enregistré des victoires importantes. Et nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes à 1 an des législatives et tout indique que l'opposition, les forces de changement vont gagner ces législatives. Maintenant, vous me dites, est-ce que, comment vous avez dit ça? Est-ce que cohabiter avec un pouvoir est légitime? Mais nous, on va respecter la Constitution. Attendez. Nous, le peuple va nous confier la majorité à l'Assemblée pour diriger le gouvernement. Si le peuple le fait, un vote populaire. Si le peuple nous donne la majorité à l'Assemblée, à la suite d'un vote libre et transparent, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Monsieur, quelle certitude vous avez de dire que vous allez arriver sain et sauf chez vous? Quelle certitude? Parce qu'alors, si vous n'avez pas cette certitude, ne sortez pas de cette salle. C'est ça la vie. La vie, c'est comme ça. On prend des choix. Qui ne risque rien n'a rien. C'est ça la vie. Bon, alors donc nous sommes à cheval sur la Constitution. Nous irons au vote si la population nous renouvelle sa confiance. En confirmant son choix pour le changement du 30 août, nous prendrons nos responsabilités. Et ce pouvoir-là, ce n'est pas le pouvoir illégitime qui va nous le donner. C'est le peuple. Alors quand on dit des postes, mais monsieur, j'ai été ministre d'État, on me propose des postes de premier ministre depuis, j'ai dit quoi? Pas ça, c'est le peuple. J'ai déjà été ministre d'État. Premier ministre, j'ai même été élu, moi, président. Mais, dans la vie, c'est le peuple, le pouvoir appartient au peuple. C'est lui qui le donne. Et c'est lui qui le reprend. Quelqu'un d'autre peut le confisquer momentanément. Mais le moment venu, le vrai propriétaire du pouvoir qu'est le peuple se rappellera à son bon souvenir. Donc c'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas défaitistes. Au contraire, transformez votre colère. Parce que la colère, j'ai entendu quelqu'un dire, on ne gagne pas de bataille avec la grève de la faim. Vous savez pourquoi moi j'ai fait ma grève de la faim? Les païens appellent ça grève de la faim, les croyants appellent ça jeûne. Je devais moi. Je venais de passer des semaines ou des jours, les gens venaient me dire, dès que la Cour constitutionnelle va proclamer les faux résultats, tu nous donnes le top, on gaspille. On a déjà piégé tel immeuble, on a déjà repéré où habite un tel, on a déjà fait ceci, mais tu nous donnes le top. Je dis pourquoi moi? On dit non parce que c'est toi le chef, on fait ça pour toi. J'ai dit non, je ne veux pas ça pour moi. On dit non, tu nous donnes le top. Quand ils voyaient que j'hésitais, ils ont dit non, il le fait parce qu'il a peur, il le fait parce qu'il est de mettre avec le pouvoir. Mais je me suis rappelé que, suivez Raleigh, je vous conseille de revoir le film de Gandhi. La grève de la faim, elle est terrible. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais me soustraire. Pendant ma grève de la faim, les Gabonais n'auront plus accès à moi. Si vraiment ils me respectent, comme ils disent, ils ne feront rien sans que je ne leur ai donné le temps. Mais comme ils ne pourront pas avoir accès à moi, je me suis mis en jeu et ils n'ont pas bougé.
Libreville n'a pas... Tout le monde avait prédit. Vous le savez bien que Libreville brûlerait. Que le Wellington, ils n'ont pas bougé. En revanche, 3 jours après, ils étaient des centaines et des centaines devant chez moi à prier jour et nuit pour préserver ma santé. Et ça a duré 15 jours. Et c'était les 15 jours les plus difficiles et les plus dangereux pour le Gabon, dans l'histoire récente. Parce que qu'est-ce qui aurait pu se passer? Vous avez en face un pouvoir qui dit nous on est prêt à assumer 500 morts. C'est pas moi qui l'invente, c'est dans les archives. On est prêt à assumer 500 morts. Est-ce que vous voyez ce que c'est que 500 morts au Gabon? Et vous vouliez que ce soit moi qui porte ça sur ma responsabilité. Et vous vouliez que moi, par cupidité, par volonté du pouvoir, soif du pouvoir, parce que je savais